Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. Carl Jung. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines choses qui vous semblaient autrefois supportables sont soudainement devenues insupportables. Avez-vous déjà ressenti une étrange envie de vous éloigner de personnes, d'habitudes et de lieux qui sont restés exactement les mêmes, mais qui semblent désormais appartenir à une ancienne version de vous-même ? Et avez-vous déjà éprouvé cette sensation troublante que quelque chose est en train de prendre fin dans votre vie, alors même qu'en apparence, rien ne s'est réellement passé ? Carl Jung a écrit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin ». Cette phrase a peut-être quelque chose de perturbant, car elle déplace le problème. Ce que nous appelons le destin n'est peut-être qu'un ancien schéma, qui se répète silencieusement, tandis que nous croyons être en train de choisir. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que certains changements commencent bien avant qu'un événement extérieur ne se produise. Ils commencent par une irritation, une fatigue difficile à expliquer, une conversation que vous n'arrivez plus à faire semblant d'apprécier, une relation dans laquelle chaque geste semble exiger une version particulière de vous-même, un travail qui continue de payer les factures, mais qui commence à vous coûter quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais vous rendre. Vous regardez votre propre routine et vous reconnaissez tout, mais vous ne vous reconnaissez plus complètement à l'intérieur de celle-ci. C'est là que commence l'inconfort, car il existe un intervalle psychologique entre le moment où l'on comprend qu'une vie ne nous convient plus et celui où l'on parvient à en construire une autre. Et cet intervalle peut ressembler à un effondrement. Jung a consacré une grande partie de son œuvre à observer précisément ce qui se produit lorsque l'identité consciente perd le contrôle de tout ce qui a été enfoui sous elle, des désirs refoulés, une colère maîtrisée, des choix sans cesse repoussés, des pans entiers de la personnalité sacrifiés afin de préserver l'appartenance, l'approbation et la stabilité. Pendant des années, cela peut fonctionner. Vous apprenez qu'en garder le silence, vous apprenez quelles opinions provoquent le rejet. Vous apprenez à étouffer les désirs qui dérangent. Vous apprenez à appeler maturité ce qui n'est parfois qu'une forme d'adaptation, jusqu'au jour où quelque chose commence à ne plus fonctionner. Pas nécessairement parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce qu'il est devenu trop coûteux de continuer à être la personne que vous avez dû devenir. Et lorsque cette rupture commence, une prise de conscience apparaît, mais rarement sous la forme d'une certitude. Elle se manifeste plutôt comme un pressentiment. Vous ne savez pas encore ce qui viendra ensuite. Mais quelque part dans une région silencieuse de votre esprit, vous avez déjà compris que vous ne pourrez jamais revenir complètement à la personne que vous étiez autrefois. Votre vie est peut-être sur le point de changer. Et le plus troublant est peut-être ceci. Une partie de vous le sait déjà. Il existe un moment où le changement cesse de ressembler à un choix et commence à se manifester comme une incompatibilité. Vous continuez à fréquenter les mêmes endroits, à parler aux mêmes personnes, à respecter les mêmes engagements. En apparence, presque rien ne s'est produit. Pourtant, ce qui autrefois vous demandait peu d'efforts commence à absorber une quantité démesurée d'énergie. Une conversation superficielle vous épuise. Une ancienne obligation vous irrite. Certaines personnes commencent à provoquer en vous un malaise que vous ne parvenez pas à justifier sans avoir l'impression d'être ingrat. Et alors surgit la culpabilité. Pourquoi suis-je comme ça alors que rien n'a changé ? Mais quelque chose a changé. Votre position face à votre propre vie a changé. Jung avait compris que la personnalité consciente, ce que nous appelons le « moi », ne représente qu'une partie de ce que nous sommes. Pour fonctionner socialement, nous construisons une persona. Une configuration acceptable de nous-mêmes, capable de travailler, de s'intégrer, de plaire, d'éviter les sanctions et de préserver les liens. Le problème n'est pas d'avoir une persona, elle est nécessaire. Le problème commence lorsque vous oubliez que vous portez un masque et que vous finissez par croire que votre visage s'arrête exactement là où ce masque s'arrête. Imaginez quelqu'un qui a appris très tôt qu'être aimé signifiait ne pas causer de problème. Enfant, cette personne percevait la tension sur le visage de ses parents avant même que quelqu'un n'élève la voix. Elle a appris à mesurer ses paroles, à observer son environnement, à anticiper les besoins des autres. Elle est devenue mature, facile à vivre, responsable. Des décennies plus tard, tout le monde admire sa capacité à comprendre les autres. Personne ne voit le prix qu'elle paie. Cette personne entre dans des relations où elle écoute beaucoup et demande peu. Elle accepte de petites intrusions pour éviter les conflits. Elle dit «
tout va bien avant même de savoir si tout va réellement bien. Et lorsqu'elle finit par ressentir de la colère, elle ne considère pas cette colère comme une information, elle l'interprète comme une source de culpabilité. C'est ainsi qu'une identité adaptative devient une prison sophistiquée. Elle ne ressemble pas à une prison parce qu'elle a été récompensée pendant des années. Vous avez reçu de l'affection en jouant ce rôle. Vous avez reçu de l'approbation en le maintenant. Vous avez peut-être même construit votre carrière, votre mariage, vos amitiés et votre réputation autour de cette identité. Alors imaginez la terreur lorsque quelque chose en vous commence à la refuser. Il n'y a pas nécessairement une voix qui vous dit « changez votre vie ». Il y a de l'impatience, il y a du silence. Il y a cette envie d'annuler des engagements qui semblaient autrefois indispensables. Il y a cette sensation presque physique de fausseté après avoir accepté quelque chose que vous vouliez refuser. Et il est facile d'interpréter tout cela comme un défaut. Vous pensez peut-être que vous devenez froid, égoïste, antisocial, difficile. Mais il existe une autre possibilité, plus dérangeante. Certains comportements deviennent peut-être douloureux parce que vous êtes enfin capable de voir à quel point vous deviez vous abandonner vous-même pour continuer à les maintenir. C'est ici que le changement commence à faire peur. Car reconnaître un schéma ne signifie pas être prêt à l'abandonner. Vous pouvez parfaitement comprendre que vous vivez en recherchant constamment l'approbation des autres et ressentir, malgré tout, de l'anxiété lorsque quelqu'un vous désapprouve. Vous pouvez comprendre qu'une certaine relation dépend de votre soumission et continuer à y rester. Vous pouvez savoir exactement à quel moment vous vous trahissez et répéter cette trahison dès le lendemain matin. La prise de conscience ne produit pas automatiquement la libération. Parfois, elle ne fait que rendre la prison visible. Et une fois que vous avez vu les barreaux, continuer à vivre comme s'il n'existait pas exige un effort psychologique de plus en plus important. C'est pourquoi certaines phases de transformation semblent tout aggraver avant même que quoi que ce soit ne commence réellement à changer. L'ancienne identité fonctionne encore, mais vous avez déjà commencé à la voir fonctionner. Et c'est peut-être là le premier véritable signe que votre vie est sur le point de changer. Non pas lorsque de nouvelles portes apparaissent, mais lorsque vous ne pouvez plus franchir les anciennes sans prendre conscience de tout ce que vous devez réduire en vous-même pour réussir à passer. Il existe une phase encore plus troublante que celle où vous réalisez que votre ancienne vie ne vous correspond plus. C'est lorsque vous commencez à reconnaître votre propre participation à ce que vous affirmez vouloir abandonner. Car pendant longtemps, il est possible de construire une explication relativement confortable à la souffrance. Ce sont les autres, la famille qui en demandait trop, la relation qui vous étouffait, le patron qui n'a jamais reconnu vos efforts, les amis qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, et peut-être que tout cela est vrai. Mais une question surgit lorsque la conscience commence à s'aventurer dans des territoires moins confortables. Pourquoi avez-vous continué à participer ? Il ne s'agit pas de culpabiliser celui ou celle qui a souffert. Il s'agit de comprendre quelque chose de plus difficile. Certains schémas persistent non seulement parce que quelqu'un nous les impose, mais aussi parce qu'une partie de notre structure psychologique a appris à survivre à l'intérieur de ces schémas. Imaginez une femme qui se plaint depuis des années que personne ne respecte ses limites. Elle répond au téléphone alors qu'elle n'en a pas envie. Elle résout des problèmes qu'elle n'a pas créés. Elle accepte des demandes tout en ressentant de la colère. Puis elle rentre chez elle, épuisée, et pense « Les gens abusent de ma gentillesse ». Jusqu'au jour où quelqu'un lui adresse une demande toute simple. Elle veut répondre « non ». Mais avant même de parler, elle imagine l'expression de déception sur le visage de l'autre. Elle imagine qu'on la considère comme égoïste. Elle imagine que l'autre s'éloigne. Et immédiatement, elle répond « Bien sûr, je m'en occupe ». Le problème vient d'apparaître dans son intégralité. Non seulement dans la demande de l'autre, mais aussi dans les 3 secondes de peur qui ont précédé sa réponse. C'est dans ce minuscule intervalle que de nombreuses vies se construisent. Vous anticipez le jugement, vous adaptez votre comportement, vous évitez le conflit, vous recevez de l'approbation, vous ressentez du soulagement, puis vient le ressentiment, et vous recommencez. Ce cycle est puissant parce qu'il offre une récompense immédiate. Vous préservez le lien, vous évitez les tensions, vous continuez à être considéré comme une bonne personne. Le prix à payer apparaît plus tard. Peu à peu, vous ne savez plus quand vous êtes réellement généreux et quand vous agissez simplement par peur. Vous ne savez plus si vous souhaitez véritablement rester dans cette relation ou si vous avez peur de découvrir qui vous seriez sans elle. Même votre gentillesse peut devenir ambiguë.
Jung a utilisé le concept d'ombre pour désigner précisément ce que la conscience ne parvient pas à intégrer à l'image qu'elle a construite d'elle-même. Et l'ombre ne contient pas uniquement de la cruauté, de l'agressivité ou des pulsions socialement condamnables, elle peut contenir l'affirmation de soi chez celui qui a dû apprendre à obéir, l'ambition chez celui qui a appris à s'effacer, le désir chez celui à qui l'on a appris à avoir honte. Ce que vous appelez votre mauvais côté contient peut-être des capacités qui ont dû être enfouies pour que votre identité reste socialement acceptable. C'est pourquoi certains changements commencent par des sentiments désagréables. La colère, l'envie, l'impatience, l'envie de disparaître. Vous pouvez chercher à éliminer immédiatement ces émotions alors qu'il faudrait peut-être d'abord vous demander ce qu'elles essaient de vous révéler. L'envie peut vous montrer une vie que vous n'avez pas eu le courage de choisir. La colère peut révéler une limite qui a été franchie à plusieurs reprises. L'épuisement peut dénoncer une identité qui exige de vous une représentation permanente. Mais il existe ici un danger. Transformer chaque émotion en vérité absolue ne ferait que construire une nouvelle prison. Toute colère ne signifie pas que vous avez raison. Tout malaise n'exige pas une rupture. Tout désir refoulé ne mérite pas d'être suivi. La véritable question est ailleurs. Qu'est-ce que ces émotions essaient de rendre désormais impossible à ignorer? Car il arrive un moment où vous comprenez que certaines des choses que vous détestez le plus dans votre vie sont également maintenues par des comportements que vous avez appris à répéter. Et cette prise de conscience détruit une innocence confortable. Maintenant, vous savez pourquoi vous gardez le silence. Vous savez pourquoi vous vous excusez alors que vous n'avez rien fait. Vous savez pourquoi vous retournez vers des relations que vous aviez juré d'abandonner. Vous savez pourquoi vous recherchez l'approbation précisément auprès de ceux qui ne parviennent jamais à vous l'offrir. Votre vie n'a pas encore changé extérieurement, mais votre ignorance du mécanisme qui la gouverne commence à disparaître. Et lorsque vous voyez enfin le rôle que vous jouez dans vos propres répétitions, un choix terrible se présente à vous. Continuer à obéir consciemment à ce schéma ou découvrir qui vous deviendrez lorsque vous cesserez de l'alimenter. Il existe une étape du changement dont presque personne n'aime parler. C'est cet intervalle entre le moment où vous cessez de croire en la personne que vous étiez et celui où vous ne savez pas encore qui viendra occuper sa place. Vous n'êtes pas revenu à votre ancienne identité, mais vous n'en avez pas encore construit une nouvelle. Et cette zone intermédiaire peut provoquer une étrange sensation de vide. Les gens vous demandent ce que vous voulez. Vous ne savez pas. Ils vous demandent de quels sont vos projets. Vous répondez n'importe quoi, simplement pour mettre fin à la conversation. Ce qui structurait autrefois vos journées a perdu de sa force. Certaines ambitions semblent artificielles. Certaines relations existent toujours, mais vous n'arrivez plus à y participer avec la même innocence. Et alors, surgit une interprétation dangereuse. Je suis perdu. Peut-être l'êtes-vous. Mais être perdu ne signifie pas nécessairement que vous avez pris la mauvaise direction. Parfois, cela signifie simplement que les anciennes cartes ne fonctionnent plus. Pendant des années, votre identité a peut-être été organisée autour de repères extérieurs. Être admiré, être indispensable, être désiré, être considéré comme compétent, ne pas décevoir votre famille, maintenir une relation, préserver une certaine image. Ces choses n'étaient pas seulement des éléments de votre vie. Elles étaient des instruments d'orientation psychologique. Vous saviez qui vous étiez parce que quelqu'un avait besoin de vous. Vous connaissiez votre valeur parce que quelqu'un reconnaissait vos performances. Vous saviez quelle décision prendre parce que vous pouviez anticiper celle qui recevrait l'approbation des autres. Puis quelque chose se brise. Une relation prend fin, un emploi disparaît, une amitié se défait, une position sociale cesse d'exister. Ou peut-être que rien de dramatique ne se produit. Peut-être cessez-vous simplement de croire en ce qui, pendant des années, vous a servi à mesurer votre propre existence. C'est alors que commence la désintégration. Imaginez un homme qui a construit toute son identité autour du fait d'être indispensable. Au travail, il répond aux messages en pleine nuit. Dans sa famille, il résout toutes les crises. Dans ses relations, il transforme l'attention portée aux autres en une responsabilité permanente. Il se plaint de porter tout le monde sur ses épaules, mais il y a une chose qu'il n'admet jamais, être indispensable lui donne une identité. Puis un jour, les autres cessent d'avoir besoin de lui de la même manière. Les enfants grandissent, le travail change, une relation prend fin. Enfin, il dispose du temps qu'il disait désirer, et il ne sait pas quoi en faire. Le silence qu'il imaginait être la liberté commence à ressembler à de l'abandon.
C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la transformation. Nous pouvons désirer pendant des années nous échapper d'une prison et finir par la regretter lorsque sa porte reste enfin ouverte. Parce que cette prison organisait également notre quotidien. Elle nous disait où rester. Elle nous disait qui être. Elle nous disait même contre quoi lutter. Lorsque tout cela disparaît, vous vous retrouvez face à une responsabilité que vous pouviez auparavant éviter. Décider sans avoir de public pour vous confirmer que votre décision est la bonne. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes font marche arrière. Non pas parce que leur ancienne vie est redevenue satisfaisante, mais parce qu'elle leur était familière. Elles retournent dans leur ancienne relation. Elles reconstruisent leur masque. Elles cherchent immédiatement une autre personne à satisfaire. Elles remplacent un environnement contrôlant par un autre. Elles créent de nouveaux engagements pour ne pas rester suffisamment longtemps face au vide. L'esprit préfère souvent une souffrance prévisible à une liberté qui n'a pas encore de forme. Et peut-être vivez-vous quelque chose de semblable, peut-être que votre confusion ne vient pas d'un manque de possibilités, mais de la disparition des anciennes instructions. Vous avez passé tellement de temps à vous demander silencieusement « Qu'attend-on de moi ?» que, lorsque cette question perd son autorité, une autre surgit. Et maintenant, qu'est-ce que je veux ? Ne vous attendez pas à ce que la réponse soit belle. Au début, il se peut même qu'il n'y ait aucune réponse, il n'y a que le silence. Et vous devrez apprendre à le supporter sans remplir immédiatement cet espace avec une nouvelle identité toute faite. Car certains changements ne commencent pas lorsque vous découvrez une nouvelle version de vous-même. Ils commencent lorsque vous parvenez à rester face au vide, laissé par votre ancienne identité, sans courir désespérément pour la reconstruire. C'est précisément là que votre vie est en train de changer. Non pas lorsque vous savez où vous allez, mais lorsque ce qui déterminait autrefois qui vous deviez être ne parvient plus à vous convaincre de revenir. Après la désintégration, une tentation dangereuse apparaît, celle de construire immédiatement une nouvelle identité. Vous réalisez que vous avez passé des années à vouloir plaire aux autres et vous décidez de devenir quelqu'un qui n'a besoin de personne. Vous découvrez que vous évitiez les conflits et commencez à faire passer l'agressivité pour de la sincérité. Vous comprenez que vous avez vécu en recherchant l'approbation et vous vous mettez à mépriser toute opinion extérieure. Cela ressemble à une transformation, mais ce n'est peut-être que l'ancienne prison repeinte d'une autre couleur, car la reconstruction psychologique ne se produit pas lorsque vous remplacez la soumission par la rébellion. Elle commence lorsque vos choix cessent d'être dictés par le besoin compulsif de réagir aux autres. C'est ici que de petites décisions commencent à prendre un poids inattendu. Vous recevez une invitation et, avant de répondre, vous ne vous demandez plus qui sera déçu. Vous vous demandez si vous avez réellement envie d'y aller. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et votre corps ressent encore cette vieille urgence. Tout expliquer, prouver vos intentions, récupérer l'approbation perdue. Mais vous ne vous précipitez pas. Vous restez quelques secondes au cœur de cet inconfort. Cela semble insignifiant, ça ne l'est pas. Pendant des années, votre esprit a peut-être utilisé le comportement des autres comme un véritable tableau de commande émotionnelle. Un visage fermé signifiait un danger. Un message sans réponse provoquait de l'anxiété. Un compliment apportait du soulagement. Une critique pouvait gâcher tout un après-midi. Vous pensiez avoir une personnalité, mais une partie de celle-ci était constamment régulée par votre environnement. C'est à ce moment qu'une idée attribuée à la tradition jungienne prend un sens beaucoup moins confortable. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes réellement. Cette phrase semble libératrice jusqu'à ce que l'on découvre le prix qu'elle dissimule. Devenir qui vous êtes signifie découvrir combien de décisions n'ont jamais vraiment été les vôtres. Et cela exige une forme de retrait. Il ne s'agit pas nécessairement d'abandonner les autres ou de disparaître socialement, mais de retirer votre énergie de cette surveillance permanente du regard d'autrui. Vous commencez à moins expliquer, à moins vous justifier, à observer l'impulsion qui vous pousse à chercher une confirmation avant de lui obéir. Imaginez quelqu'un qui envoie toujours un message et, 5 minutes plus tard, vérifie s'il a été lu, puis vérifie encore et encore une fois. Le geste semble anodin, mais derrière lui se cache toute une structure. J'ai besoin de savoir comment je suis perçu pour décider de ce que je dois ressentir. La reconstruction commence lorsque cette personne apprend à supporter de ne pas savoir. Non pas parce qu'elle a cessé de s'en soucier, mais parce qu'elle ne remet plus immédiatement à l'autre le pouvoir de réguler son état intérieur.
C'est inconfortable car l'autonomie n'apporte pas seulement la liberté, elle apporte aussi la responsabilité. Lorsque vous cessez de vivre exclusivement selon les attentes extérieures, vous perdez également une excuse puissante. Vous ne pouvez plus attribuer chacun de vos choix à votre famille, à votre partenaire, à la société ou à la peur de décevoir. Désormais, il existe un espace pour décider et un espace pour se tromper. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes désirent la liberté, tout en organisant inconsciemment leur propre vie de manière à ne jamais l'expérimenter pleinement. Être dirigé étouffe, mais cela protège aussi de la responsabilité de choisir. C'est pourquoi la reconstruction se produit rarement à travers une grande révélation. Elle se construit dans les micro-décisions, un refus sans justification excessive, une opinion que vous ne modifiez pas après avoir perçu la désapprobation, une soirée passée seule sans chercher quelqu'un uniquement pour anesthésier le silence, un choix que personne n'applaudit. C'est ainsi que quelque chose commence à naître après l'effondrement. Pas une version supérieure de vous-même, pas une personnalité invulnérable, mais quelqu'un qui, peu à peu, cesse d'avoir besoin de s'abandonner lui-même pour continuer à appartenir aux autres. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que votre vie commence à vous sembler différente avant même que quoi que ce soit de visible ait changé. Car le monde autour de vous est encore presque le même. Ce qui est en train de disparaître, c'est la personne qui avait besoin de demander à ce monde la permission d'exister. Il existe un moment où vous comprenez que le changement ne vous rendra pas ce que vous avez perdu. Et c'est peut-être la partie la plus difficile, car secrètement, beaucoup de personnes traversent des périodes de transformation en espérant retrouver une ancienne version d'elles-mêmes. Elles veulent ressentir à nouveau l'enthousiasme d'autrefois, retrouver leurs anciennes certitudes, redevenir cette personne capable de rester dans cette relation, dans ce travail, dans cette routine, sans autant tout remettre en question. Mais certaines prises de conscience ne permettent aucun retour en arrière. Une fois que vous avez identifié le mécanisme derrière un certain comportement, le répéter provoque un malaise différent. Vous pouvez encore dire « oui » alors que vous pensez « non ». Mais désormais, vous percevez l'instant précis où vous vous êtes abandonné vous-même. Vous pouvez retourner dans une ancienne relation, mais vous reconnaissez les mêmes silences. Vous pouvez chercher à nouveau l'approbation, mais vous voyez désormais l'anxiété qui se cache derrière ce besoin. Cette conscience a un prix. Vous perdez votre innocence face à vos propres schémas. Et c'est ici que la transformation cesse d'être une idée intéressante pour commencer à interférer avec votre vie concrète. Car désormais, il faudra décider. Pas prendre une décision spectaculaire capable de tout changer en une seule nuit, mais faire des choix trop petits pour impressionner qui que ce soit et trop importants pour continuer à les ignorer. Vous commencez à remarquer quelles conversations vous obligent à jouer un rôle, quelles relations dépendent de votre incapacité à dire non, quels environnements récompensent précisément la version de vous-même que vous essayez d'abandonner. Et alors, quelque chose d'étrange se produit. Lorsque vous changez un schéma, certaines personnes semblent changer avec vous, d'autres commencent à résister. Pas nécessairement parce qu'elles sont malveillantes, mais parce qu'elles avaient, elles aussi, appris à entretenir une relation avec une certaine version de vous. Si vous avez toujours cédé, votre refus ressemble soudain à de l'agressivité. Si vous avez toujours tout expliqué, votre silence ressemble à de la distance. Si vous avez toujours été disponible, poser une limite ressemble à un abandon. C'est à ce moment-là que survient la véritable épreuve. Êtes-vous capable de supporter d'être perçu différemment sans vous précipiter pour restaurer votre ancienne image ? Car peut-être que votre ancienne identité n'était pas seulement entretenue par votre peur. Elle était également soutenue par les attentes de ceux qui s'y étaient habitués. C'est pourquoi la reconstruction exige de tolérer une part inévitable de malentendus. Vous ne contrôlez pas entièrement le récit que les autres construiront autour de votre changement. Et vouloir contrôler ce récit peut n'être qu'une autre manière de rester prisonnier du regard extérieur. Peu à peu, la question change. Vous cessez de vous demander comment faire pour qu'ils comprennent qui je suis en train de devenir. Et vous commencez à vous demander pourquoi ai-je encore autant besoin qu'ils comprennent. C'est à cet instant que le changement franchit une frontière silencieuse. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'annoncer une nouvelle identité. Vous devez observer vos choix lorsque personne ne vous regarde, ce que vous tolérez, les endroits où vous choisissez de rester, les moments où vous vous taisez par peur, ceux où vous parlez uniquement pour être validé, les personnes que vous recherchez lorsque vous ressentez le vide.
car une vie différente ne naît pas de la déclaration que vous avez changé. Elle commence lorsque vos anciens mécanismes cessent de décider silencieusement à votre place. Peut-être que rien de spectaculaire ne se produira demain. Votre chambre sera toujours la même, les mêmes messages arriveront, les mêmes problèmes vous attendront. Mais quelque chose ne sera plus exactement comme avant. Vous avez vu le schéma. Et désormais, chaque fois qu'il réapparaîtra, il y aura quelques secondes entre l'impulsion et la répétition. C'est dans ce petit espace que votre prochaine vie commence. Pas lorsque le monde autour de vous finit enfin par changer, mais lorsque vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer, sans conflit intérieur, à être la personne que ce monde s'attendait à retrouver. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être qu'une partie de cette vidéo a touché précisément ce point que vous essayez d'ignorer depuis quelque temps. Non pas parce que ces mots apportent des réponses définitives, mais parce qu'ils ont peut-être permis de mettre un nom sur quelque chose qui se produisait déjà silencieusement en vous. Et avant de terminer, je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a permis de voir certains schémas de votre vie sous un autre angle, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ce travail à atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, essaient de comprendre ce qu'elles ressentent sans encore parvenir à l'expliquer. Et dans les commentaires, j'aimerais vous proposer quelque chose de différent. N'écrivez pas ce qui paraît beau, écrivez ce qui est vrai. Quelle partie de votre ancienne vie avez-vous déjà compris que vous ne pouvez plus continuer à maintenir ? Peut-être s'agit-il d'une relation, d'un masque, d'un besoin d'approbation, d'une version de vous-même construite pour ne décevoir personne. Vous n'avez pas besoin de savoir dès maintenant qui vous êtes en train de devenir. Peut-être que la question la plus importante est ailleurs. Si vous savez déjà que vous ne pouvez plus continuer à vivre exactement de la même manière, pourquoi essayez-vous encore de vous convaincre que rien n'est en train de changer ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.